Merci, Monsieur le Président. Deux remarques préalables. Première remarque, nos interventions se recoupent et les mêmes faits, le même droit apparaît dans chacune de nos interventions, ce qui est bien normal, puisqu'ici, nous nous battons tous pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien. Et pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé ce combat en juin 1967, lors de la création, avec Maxime Rodinson, de GRA, première association qui se préoccupait du combat pour le peuple palestinien. Deuxième remarque, en tant qu'avocat, j'ai l'habitude de parler sans lire, mais pour essayer de respecter les 15 minutes qui me sont octroyées, je vais lire mon intervention. Chacun sait ici que la cause palestinienne est la cause centrale des peuples arabes depuis la création de l'État israélien. Je dis bien des peuples arabes, sinon celle du bien de leurs dirigeants, qui l'ont toujours plutôt instrumentalisé à leur profit. Et je me souviens, il y a quelques années, lorsque l'association de solidarité franco-arabe existait encore, elle a disparu avec la maladie et la mort de Lucien Mitterrand, vice-président de cette association, rencontrant des ambassadeurs arabes, il me disait toujours, mais pourquoi vous battez-vous pour les Palestiniens? Il faut se battre contre Israël. Et j'ai essayé de leur expliquer, nous me battons pour les Palestiniens, je me battais contre Israël. Au sein de cette cause palestinienne, bien sûr, il y a d'abord l'occupation, mais la cause des réfugiés, que j'ai toujours appelé pour ma part des expulsés, est une cause capitale, imprescriptible. Comme le disait l'ambassadeur de Palestine et l'UNESCO, notre ami Elias Sambas, lors d'une conférence internationale des Nations Unies à l'UNESCO, sur ce sujet, en avril 2008, il s'agit d'un droit existentiel pour le peuple palestinien. Et comment pourrait-il en être autrement lorsque chacun sait que par les lois du retour, comme nous avons déjà évoqué, promulguées par l'État israélien en 1950, n'importe quel citoyen juif du monde entier, sans aucun lien avec l'État israélien, peut du jour au lendemain bénéficier d'un droit au retour dans ce pays dont il serait parti, ou plutôt ses ancêtres prétendus il y a 2000 ans. Avant d'aborder directement mon droit au retour, je veux rendre un hommage, un vivant hommage, d'abord au comte Paul Bernadotte, ménateur des Nations Unies à l'époque, assassiné le 17 septembre 1948, ainsi qu'à ses côtés représentants des États-Unis, le colonel des représentants des Nations Unies, le colonel français André Serrault, pour avoir notamment affirmé dans son rapport, remis la veille même à l'ONU, on porterait gravement atteinte aux principes élémentaires de l'équité en n'accordant pas à ces innocentes victimes du conflit le droit de retourner chez elles, alors que les immigrants juifs affluent en grand nombre en Palestine et pourraient même menacer de prendre définitivement la place des réfugiés arabes dont les familles sont installées dans le pays depuis des siècles. Hommage également, bien sûr, à tous les résistants palestiniens tués depuis, je dirais, 1937, car il ne faut jamais oublier ce qu'on appelle la grande révolte palestinienne, la grande révolte arabe, que j'appelle moi la première intifada, qui malheureusement a décimé de nombreux chefs palestiniens qui n'ont pu se retrouver au moment du partage en 1947. Hommage également, bien sûr, aux 302 Gazaouis, dont 12 femmes, 13 et 36 enfants de moins de 15 ans, assassinés par la soldatesque israélienne, jouant au tir au pigeon lors de la Grande Marche du Retour, manifestation non violente organisée chaque vendredi depuis le 30 mars 1918 à fin 2018 à Gaza, à la sortie de la mosquée. Sans oublier bien sûr les 29 000 blessés, dont 120 amputés, pour toujours, parmi eux des enfants, des journalistes et du personnel médical. Mon bref exposé aura deux parties, les faits, que tout le monde d'entre nous connaît, et le droit. Chacun les connaît, les faits, on l'a évoqué, c'est la Nakba, le désastre, célébré chaque année au mois de mai,
environ 750 000 Palestiniens dès 1948, obligés d'abandonner leur foyer et leurs biens lors de la guerre israélienne de 48-49, et environ 250 000 en juin 1967, au moment de l'invasion de ce qui restait encore à la Palestine, ce qui est revendiqué aujourd'hui par les Palestiniens, c'est-à-dire les 22% du mandat britannique. J'admire d'ailleurs les Palestiniens n'étant pas revenus au partage, mais simplement revendiquant les 22%. Ces Palestiniens ont été installés dans des camps en Jordanie, en Cisjordanie, au Liban, dans la bande de Gaza, et jusqu'à ces dernières années en Syrie. Dès le mois de mars 1948, les Israéliens, avec le plan Galep, avaient préparé le nettoyage ethnique de la Palestine. Et pour bien appliquer leur vieux slogan « Un peuple sans terre pour une terre sans peuple », avaient décidé la destruction de plus de 500 villages et 11 quartiers des villes palestiniennes. Ces réfugiés sont aujourd'hui plus de 5 400 000 enregistrés auprès des agences des Nations Unies et plus de 3 millions hors de cette comptabilité pour diverses raisons. Au total, 8 à 7 millions environ, soit 66-68%, on a dit 70% des Palestiniens. Et pourtant, le 11 mars 1949, l'État palestinien n'avait été admis à l'ONU, et c'est le seul État auquel des conditions ont été imposées pour entrer à l'ONU, pour être admis à l'ONU. Le plan de partage du 29 novembre 1947, la résolution 181, le retour des réfugiés, la résolution 194 du 11 décembre 1944. Pour remplir les besoins humanitaires de ces réfugiés, les Nations Unies ont créé le 8 décembre 1949 l'UNRWA, l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine et Proche-Orient, qui gère plus de 170 écoles, près de 150 établissements de soins et de santé. En 2018, Donald Trump a décidé que les États-Unis, les premiers contributeurs, cesseraient totalement l'aide américaine à cet organisme, risquant de le mettre en faillite, cherchant même à révoquer le statut de réfugié pour les Palestiniens. Une seule explication à cela: une tension très forte avec l'autorité palestinienne, après la reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade US dans cette ville. En fait, une pression sur les Palestiniens, en leur coupant les fonds d'une manière générale et en y incluant l'aide humanitaire pour tenter de les faire capituler. On a évoqué l'accord du siècle qui se prépare, on a coupé les fonds et on pense, M. Trump, qui ne vit que par l'argent, pense qu'avec le fric, il va pouvoir faire céder les Palestiniens. Les bases juridiques sur lesquelles peuvent s'appuyer les Palestiniens et les grands principes internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme, article 13. Toute personne a le droit de circuler librement, de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. La 4e Convention de Genève, qui a été ratifiée par tous les États, y compris l'État d'Israël, relative à la protection des populations en temps de guerre, dans son article 49. Les transferts forcés en masse et individuels sont interdits, quel qu'en soit le motif. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est en vigueur depuis 1976, article 12, nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays. Et bien sûr, en plus, fondamentalement, les résolutions de l'ONU concernant les Palestiniens, en particulier la résolution 194, précise, votée par l'Assemblée générale le 11 décembre 1948, le lendemain de la Déclaration universelle des droits de l'homme, chacun sait, 3 mois après l'assassinat du comte Bernadotte, et précisément des Nations Unies physiciennes les propositions, le rapport de l'ONU. Cette résolution est claire, précise, décide qu'il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans leur foyer le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Depuis 1948, résolution des Nations Unies, le plus tôt possible, résolution acceptée par les Israéliens pour pouvoir être acceptée à l'ONU,
depuis 1948, et que les indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leur foyer. Depuis l'Assemblée générale a réaffirmé cette propre, la 194, dont plus de 150 résolutions. Il faudra attendre la guerre des 6 jours pour que le Conseil de sécurité lui-même se prononce pour la première fois sur le droit des réfugiés de rentrer chez eux. Résolution 237 du 14 juin 1967 prie le gouvernement israélien de faciliter le retour des habitants qui se sont enfouis depuis le déclenchement des hostilités. Enfouis, expulsés. Résolution 242 du 22 novembre 1967, reprise par la 338, soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition du territoire par la guerre et la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et globale, permettant à chaque État de la région de vivre en sécurité, affirme que l'accomplissement des principes de la charte exige le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés et de réaliser un juste règlement des problèmes des réfugiés. En conclusion, pour rejoindre le thème de notre colloque, quel avenir pour la Palestine? L'État israélien ignore le droit international. Les 250 résolutions prises à son encontre par l'Assemblée générale des Nations unies ou le Conseil de sécurité. Il ne connaît, depuis et avant même sa création en 1948, que la politique du fait accompli, du rapport de force, soutenue depuis toujours et plus que jamais par les Nations unies. 138 États ont reconnu l'État de Palestine depuis sa proclamation le 15 novembre 1988. Il est devenu en 2012 le 194e État reconnu par l'ONU, même si pour l'instant non membre, mais simple observateur. Depuis, il a rejoint plus de 50 organisations internationales pour la Cour pénale internationale. Et pourtant, la Palestine est toujours occupée. Le manque de courage des dirigeants occidentaux. De même, ne l'oublions jamais, il ne soit pas suffisamment cité, que celui des dirigeants des États arabes perpétue cette situation. Aucune sanction n'a jamais été prise à l'encontre d'Israël. Tant que durera cette impunité, la question capitale, existentielle, du retour des réfugiés palestiniens ne sera pas réglée. Et la guerre perpétuelle, l'occupation de la Palestine, voulue par les sionistes depuis des décades, et bien avant la création de l'État d'Israël, s'est perpétuée. D'une manière générale, pour moi, il n'y aura jamais la paix en terre sainte tant que le national-sionisme sera au pouvoir en Israël. Cet État s'est construit par la guerre, il continuera à survivre 10, 20, 30 ans par la guerre. Mais il sombrera un jour par la guerre, ou bien par la campagne BDS devenue internationale contre cet État politique d'apartheid, ou bien, plus vraisemblablement, par la démocratie. Si demain, il n'y a plus qu'un seul État, comme le veulent les dirigeants sionistes, qui creusent ainsi leur tombeau. Ils auront tout fait pour cela, aidés par Donald Trump, les États-Unis, et ne l'oublions pas, la force d'appoint de Trump, les chrétiens sionistes. L'État israélien sioniste disparaîtra si l'idéologie et la politique nationale sioniste fascisante de ses dirigeants persistent. Il en a été ainsi des idéologies du fascisme italien, du national-socialisme allemand, du marxisme en URSS. Je vous remercie. Bravo.